Bonjour tout le monde, Ayoub Yousfi, responsable développement à la Bourse de Casablanca. Bienvenue au 6e workshop du cycle de webinaires organisé par la Bourse de Casablanca et l'Association professionnelle des sociétés de bourse, APSB. Donc, pour rappel, nous avions déjà fait une revue macroéconomique. Nous avons également déjà couvert les secteurs de l'agroalimentaire, de la distribution, le secteur minier et le secteur du ciment. L'enregistrement de ces webinaires est disponible sur les réseaux sociaux de la Bourse et de la PSB, que je vous invite d'ailleurs à rejoindre. Pour le webinaire d'aujourd'hui, nous avons l'énorme plaisir d'accueillir Yousra Marouf, analyste senior à Sogé Capital Bourse. Yousra a fait ses preuves sur le marché marocain dès 2015, où elle a débuté dans la private equity et dans le M&A, avant de se spécialiser sur la recherche action. Elle est titulaire d'un Master of Science in Financial Markets and Investments de Schema Business School. Elle couvrira aujourd'hui pour nous deux secteurs très importants. Le secteur bancaire, qui est le premier secteur de la cote et qui représente 30% à peu près de la capitalisation boursière, et le secteur des télécoms, deuxième secteur, avec un poids de 19% dans la capitalisation à peu près. Donc, pour rappel, vous pouvez poser vos questions dans l'espace questions-réponses qui est prévu à cet effet. Et sans plus tarder, je donne la parole à Yousra. Yousra, à vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Yousra, on vous entend. Allez-y. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, absolument. Allez-y. Oui. Ok, merci. J'ai le plaisir aujourd'hui de présenter les secteurs télécoms et bancaires au Maroc et les impacts Covid sur ces deux secteurs. Donc, nous allons débuter par le secteur bancaire avec les impacts de la crise sur le secteur, nos sentiments quant à l'évolution du secteur post-crise et notre sentiment sur le titre Tijari. Puis dans un second temps, le secteur des télécoms avec les principaux indicateurs à fin décembre 2019, les impacts de la crise sur le secteur et notre recommandation sur le titre IAM, Maroc Télécom. Voilà. Donc le secteur bancaire. Alors tout d'abord, il est important de souligner l'importance du secteur bancaire dans le paysage économique national. Le secteur bancaire, comme vous l'avez précisé, représente 32% de la capi boursière, suivi des télécoms avec 23%. Quand on voit le crédit bancaire rapporté, enfin le ratio du crédit bancaire rapporté au PIB, nous avons un ratio de 80,7% en 2019 et une moyenne de 81%. Donc là, on voit bien l'importance de ce secteur dans le paysage économique national. Plus en détail, l'évolution des crédits, si on s'attarde sur cette évolution par secteur et par objet économique, nous avons une tendance depuis octobre 2018 donc à une distribution soutenue des crédits, notamment aux sociétés non financières privées, et à contrario, une baisse des crédits distribués aux ménages, donc une baisse de la demande des ménages au crédit. Donc, ce qui fait que la majorité de ces crédits sont des crédits de trésorerie, et notamment là on commence à voir un peu l'impact du Covid. Depuis février 2020, on a un pic haussier sur les crédits de trésorerie et dans une moindre mesure sur les crédits à l'équipement. Et en revanche, une baisse des crédits à la consommation, donc qui deviennent carrément négatifs, et des crédits immobiliers. Donc voilà. Un petit point sur les indicateurs du secteur au T1 2020 et puis par rapport notamment à l'année 2019. Donc sur les chiffres des 7 premières banques commerciales, on a un PNB qui a évolué de 5%, qui a progressé de 5%, quasiment 4,8 à 36 milliards 9 pour un RNPG en hausse de 6,4 à 11 milliards 2, donc sur l'année 2019. Et au T1 2020, donc voilà, comme sans grande surprise, nous avons une variation négative aussi bien du PN que du RNPG, donc avec moins 9,3 du PNB à 8 milliards 5 pour un RN en baisse de 28,2 à 2 milliards 2. Donc voilà.
Donc ça, c'est le actuel. Là, pour le secteur, donc pour le secteur bancaire, donc les principaux impacts. Nous avons une montée attendue des créances en souffrance et du coût du risque, donc ça, c'est sans surprise. Notamment avec l'implémentation de la norme IFRS 9, où les banques sont tenues de constater des provisions, enfin, en plus de constater des provisions pour des risques qui sont avérés, de reconnaître des dépréciations des actifs financiers basés sur des pertes attendues. Ce qu'on appelle la norme Expected Credit Losses. Donc, c'est une nouveauté. Nous avons aussi le report des échéances de crédit, donc qui vont certainement impacter les comptes des bancaires pour l'année 2020. À fin mai, on dénombre 491 500 demandes de report, pour un total de 33 milliards de MAD. Donc ça aussi, ça va venir, ça va peser sur les comptes des bancaires sur l'année 2020. Le taux des créances en souffrance, comme vous pouvez le voir, a augmenté. Donc on a eu une baisse quand même en mars 2020, mais on passe à 7,9 contre 7,6 à fin décembre 2019. Donc voilà, il y a ce point-là, et puis la pression, elle est d'autant plus manifeste sur la liquidité. Donc je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est qu'on a vu la sortie importante de cash qui est liée aux aides accordées par l'État et aux ménages et aux entreprises. On a eu une importante circulation fiduciaire, donc qui a atteint 305 milliards de MAD à fin mai, donc soit une hausse de 38,5 sur 5 mois, contre 18 milliards de MAD sur l'ensemble de l'année 2019. Donc cette hausse du cash en circulation a contribué notamment à l'assèchement des liquidités bancaires, donc ce qui a contraint les banques à accroître les emprunts auprès de BAM. Les injections de liquidités sont passées de 67 milliards de MAD en mars 2020 à plus de 107 milliards de MAD en juin. Donc ceci évidemment n'est pas neutre sur le coût du crédit, ce qui a poussé par la suite à des mesures d'assouplissement de la part de BAM, notamment à la baisse du principal taux directeur. Donc le besoin de liquidité, le besoin des banques en cash, il s'est fortement creusé, comme vous pouvez le constater, et on a une moyenne entre avril et mai à 93,8 milliards de MAD. Donc voilà. Contre habituellement 60 à 70 milliards de MAD sur les mois passés. Voilà. Donc, voici les principaux impacts de la crise sanitaire. Puis, il y a aussi un dernier impact, donc là, c'est plus sur le marché financier, les activités de marché. On a une baisse substantielle des activités de marché et des revenus des filiales spécialisées. C'est une perte en valeur qui a été enregistrée sur les comptes, notamment déjà sur le premier trimestre, et qui sera encore plus marqué sur le T2, parce que là, on a l'impact, il est plus important dans le temps, vu que sur le T1 2020, on avait le confinement venait tout juste de commencer. Et ça aussi, ça correspond à une norme IFRS forward-looking, c'est la norme forward-looking, où les banques sont tenues de constater cette perte en valeur, de l'enregistrer sur leur compte. Donc voilà, sur les principaux impacts de cette crise sanitaire sur le secteur bancaire. Toutefois, voilà, nous pensons que le secteur bancaire est un secteur défensif avec une résilience avérée qui commence déjà à transparaître à travers l'enquête trimestrielle de Banque Nombril sur les taux débiteurs. Donc on a le taux a diminué de 4 points de base à 4,87 au T1 2020, tiré notamment par le repli des taux assortissant les prix aux entreprises privées. Et cette baisse, elle devrait se poursuivre au regard en particulier de la mise en place de dispositifs de garantie pour le financement de la relance, donc au taux directeur majoré d'un maximum de 200 points de base.
Aussi, on a une dynamique, un encours de crédit qui a progressé de 6,7 à fin avril 2020. Donc, cela aussi se reflète notamment par l'accélération des prêts accordés aux entreprises non financières à 11,4. Donc là, ça a été principalement tiré par les sociétés non financières. Et donc, bien évidemment, l'ensemble l'impact de la baisse du principal taux directeur sur les crédits qui sont destinés justement à la relance de l'économie, donc notamment d'Aman Relance, qui sera plafonné donc à 3,5 hors taxe. Et tous ces prêts-là viendront ainsi huiler l'économie en soutenant le BFR des entreprises, vu que 50% du montant du crédit devra être affecté au règlement des fournisseurs. Donc voilà. Donc c'est cette dynamique attendue des crédits de fonctionnement. Et puis surtout le soutien inconditionnel de BAM qui vient nous rassurer l'ensemble des acteurs économiques quant à une relance de l'économie et une reprise en V, comme prévoit BAM. Donc le soutien, alors si on peut dire un petit mot sur les principales mesures qui ont été déployées par la Banque Librairie. Donc nous avons la seconde baisse du principal taux directeur à 1,5 le 16 juin, après une première baisse de 25 points de base en mars dernier. On a aussi l'élargissement du collatéral qui a permis de tripler les possibilités de refinancement des banques auprès de Banque Librairie. Donc maintenant, l'ensemble des instruments en dirham et en devises sont acceptés par BAM. Donc la liste des actifs a été admis en tant que collatéral a été étendue. Nous avons aussi la libération totale du compte des réserves obligatoires qui a permis d'injecter 10 milliards de MAD dans le circuit bancaire, ce qui est venu soutenir les trésoreries bancaires. L'ensemble des nouvelles règles prudentielles pour les banques, donc cet assouplissement temporaire, donc, qui a été prévu jusqu'au 30 juin 2020. Toutefois, nous pensons qu'il y a moyen qu'il soit prorogé, notamment jusqu'à fin décembre 2020, vu que les stress tests qui ont été effectués par BAM, aussi bien pour les banques que pour les assurances, les OPCVM, ont montré de la résilience du secteur financier face à cette crise. Donc, voilà. Ces nouvelles règles permettent, entre autres, aux banques de recourir aux coussins de liquidité, qui sont constitués d'actifs liquides de haute qualité, de sursoir au titre de l'arrêt de juin 2020 au provisionnement des crédits qui feront l'objet d'un moratoire par les banques, le relâchement sur la période de 12 mois du coussin de fonds propres de conservation à hauteur de 50 points de base, ramenant le seuil réglementaire à 8,5 contre 9 précédemment. Donc pour le ratio tiers 1, le ratio de catégorie 1 qui est composé des fonds propres de base et des fonds propres additionnels. Et puis à 11,5 pour le ratio de fonds propres de solvabilité contre 12% précédemment. Donc voilà, BAM autorise notamment les banques à ne pas provisionner les reports d'échéance, qu'on a précité, dans les comptes arrêtés à fin juin, donc sur le T2 2020. Voilà, donc en bref, nous avons une politique monétaire expansionniste, à l'instar des banques centrales mondiales, notamment la Fed, la BCE, qui vient soutenir la relance économique et qui va permettre aussi la réduction du coût du financement du trésor public et des entreprises publiques, donc qui devraient ainsi jouer le rôle de catalyseur à travers une politique budgétaire contracyclique. Et on commence déjà à le voir dans le budget général de l'État, avec la loi de finances rectificative. On a aussi la baisse du coût de la dette privée, au profit des entreprises qui ont accès au marché. Donc, voilà, tout ça va permettre de redynamiser l'économie nationale et d'autant plus que les mesures du comité de veille économique et l'ALF, comme je viens de le dire, tous ces éléments viendront renforcer le plan d'attaque pour une reprise en V de l'économie. Voilà. Alors,
Nous avons aussi, parmi notamment les éléments qui nous font penser que nous attendons à une relance de l'économie, c'est le tirage de la LPL, soit 30 milliards de MAD, qui a détendu le marché, hein, la pression, suite à l'élargissement de la bande de fluctuation du dirham, le 9 mars 2020, le dirham s'est fortement déprécié par rapport à l'euro et au dollar. Et donc, évidemment, c'était une bonne nouvelle. Ce tirage de la LPL a permis un retour au niveau normatif. La suspension des dividendes, de la distribution des dividendes, donc pour l'exercice, des dividendes de l'exercice écoulé, donc sur 2020, a réinjecté dans le circuit bancaire 7 milliards 1. Donc, c'est aussi un point qui est positif pour la relance et pour la résilience du système bancaire. Et puis, nous avons aussi une conjoncture qui est propice à une politique budgétaire expansionniste, à une politique monétaire accommodante, à savoir un taux d'inflation, une forte pression déflationniste, avec un taux d'inflation avoisinant les 0,9% à fin avril, contre 1,4 sur le T en 2020, et un taux d'inflation à 1% prévu sur la période 2020, T en 2022, selon Banque Librelet, encore une fois. Voilà, donc cette forte pression déflationniste fait que Banque Librelet et l'État peuvent prendre déployer des mesures pour une relance économique avec ce qu'on appelle une politique expansionniste, sans avoir à craindre une hausse, une hyperinflation. Le matelas de provision aussi des bancaires est très confortable, donc c'est rassurant. Avec Tijari, on a une provision pour risques généraux en social de 2,3 milliards de MAD et 2,8 en consolidé en 2019. BCP, 4,7 milliards de MAD en 2019 et un fonds de soutien, et BCP est la seule à avoir un fonds de ce type, de 3,4 milliards de MAD. Donc, évidemment, qui dit provision, dit gisement de reprise. Donc voilà, donc cette batterie de mesures annoncée par BAM, qui est supérieure même aux attentes des investisseurs, devrait profiter à une relance rapide de l'économie, une reprise en V, comme dit par... une reprise en V de l'économie, et voilà, et devrait profiter aussi au marché action, qui a manqué de catalyseur sur cette période post-confinement. Alors, maintenant, sur notre valorisation de Tijari Wafa Bank. Tout d'abord, nous allons présenter les principaux chiffres clés de 2019. Alors, nous avons des indicateurs qui surperforment le marché, une performance probante à fin décembre 2019, avec notamment un coût du risque à 0,46, qui est largement inférieur à la moyenne du secteur coté, 0,79. Un taux de confidentialité aussi largement inférieur à la moyenne du marché, on est à 6,6 contre 7,38 pour le marché à fin décembre 2019, et un ratio tiers 1 de 10,2. Donc, contre une limite réglementaire, qui est supérieure à la limite réglementaire de 9%, un ratio de solvabilité de 13%, qui est supérieur aussi à la limite réglementaire fixée à 12%, un ratio de liquidité à 127%, largement supérieur à la limite réglementaire fixée à 100%. Donc, voilà. Alors, nos prévisions pour Tijari, évidemment, sans grande surprise, nous nous attendons à un peu comme
à une hausse du coût du risque. Les indicateurs sur 2020-2021 seront forcément impactés par cette hausse du coût du risque qui est liée à la montée attendue des impayés, des créances en souffrance. Donc, le PNB devrait évoluer, devrait quasiment stagner, une légère baisse du PNB de 0,4. Parce qu'on pense que sur la distribution de crédit, il n'y aura pas d'impact, notamment avec l'ensemble des produits qui sont destinés à la relance, qui sont garantis par la CCG. Donc là-dessus, nous pensons que le problème, le principe, le maître mot de cette année 2020, c'est le coût du risque. C'est-à-dire que la distribution, la production de crédit va continuer, mais on a de plus en plus, les banques seront amenées à provisionner plus au vu de la montée des impayés, des créances en souffrance liées aux répercussions sévères de cette pandémie sur les ménages et sur les entreprises. Donc, voilà, donc les indicateurs de rentabilité, aussi bien opérationnels que financières, donc le résultat d'exploitation et le RNPG, devraient être impactés négativement par cette hausse du coût du risque, comme on peut le voir sur la slide, sur les graphes ici. Alors, le PNB, pour la dynamique commerciale, nous pensons que cette dynamique sera positive, notamment avec ces produits-là, mais aussi avec le programme Intellara qui avait commencé juste avant le Covid et où Tijari a une part de marché de 67% au terme 2020. Il est à noter que Tijari alloue pour 2020 une enveloppe de 30 milliards de MAD qui sera consacrée à ces nouveaux financements dédiés au soutien à la relance. Ça, c'est sur le volet commercial, distribution de crédit. Donc voilà, le coût du risque, nous l'avons, une moyenne sur 2020-2021 autour de 80%. La hausse du coût du risque par rapport à décembre 2019, donc qui rejoint un peu ce qui a eu lieu sur le T en 2020. On a eu une hausse de 82,5% du coût du risque à 1,1 milliard. Donc, avec ces prévisions-là, nous ressortons avec un cours cible de 405 MAD, soit un potentiel de 15,4% par rapport au cours observé le 7/7/2020, donc qui était de 351,10. Alors, nos hypothèses, notre cours cible est basé sur les éléments suivants: un taux sans risque de 2,4, qui correspond au taux BDT sur 10 ans, une prime de risque marché-action de 6,6, correspondant à la moyenne observée sur le MASI sur les 20 dernières années, un cost of equity de 9,51 et un taux de croissance à l'infini de 2%. Donc voilà, nous ressentons avec une recommandation à l'achat en profitant de la baisse notable du cours en bourse. Tijari pour nous a un potentiel de croissance avéré, aussi bien eu égard à son matelas de provision que à son positionnement commercial qui lui permet de faire face, qui lui permet de s'adresser aux besoins en financement des TPME et des GE évidemment. Mais c'est sûr que les comptes sur 2020-2021, et en particulier sur 2020, seront impactés par la hausse du coût du risque et notamment sur sa filiale Tijari Égypte. Alors la situation sanitaire en Égypte s'est dégradée dernièrement. Donc, ceci nous pousse à souligner le risque élevé, le risque sanitaire élevé de cette filiale sur les comptes consolidés du groupe. Alors, le PE, il est à 16,7 sur la base du cours cible 405 MAD. En 2019,
On est à 12,7, le PE à 12,7, si on le calcule par rapport au cours du marché. La moyenne sur le marché, elle est à 16,3. Donc, on a un PE pour Tigeri qui est largement inférieur à la moyenne du marché. Alors maintenant, pour le secteur des télécoms, donc, nous allons tout d'abord passer en revue les principaux indicateurs du secteur. Alors ici, ce qu'il faut retenir, c'est cette tendance au data usage, c'est-à-dire au développement de la data, en particulier de l'Internet mobile, de la data mobile. Et ceci est aussi bien visible sur les indicateurs de la base client que ceux renseignant sur le taux de pénétration. Donc, à fin décembre 2019, on a une hausse de 2,1 pour le parc de la téléphonie mobile et de 5,6 pour les abonnements Internet. Voilà. Et à contrario, une baisse de la téléphonie fixe qui cède 3,3. Donc, cette même tendance est visible sur les indicateurs, sur le taux de pénétration. On est à 131,4% sur le mobile, 71,3% pour l'Internet et 5,8% pour la téléphonie fixe à la même date. Maroc Télécom, alors, la part de marché par segment d'activité au Maroc et par opérateur, on a une pole position de Maroc Télécom sur l'ensemble des segments d'activité, en particulier sur les segments de la téléphonie fixe, où Maroc Télécom détient une part de 91,6%. Et c'est d'ailleurs cette situation de quasi-monopole qui lui a fait valoir une sanction pécuniaire de 3,3 milliards de MAD en février dernier. Donc suite à la saisine déposée par l'opérateur Wana au sujet du dégroupage. Sur les autres segments, donc on a aussi sur tous les segments, on a une pole position de Maroc Télécom. On est à 53% pour la part de marché sur le parc Internet global et à 43% sur la téléphonie mobile. Alors de cette slide, il en ressort aussi l'engouement marqué des clients pour l'Internet mobile. Ça rejoint l'idée de tout à l'heure. Et c'est d'ailleurs à cet effet que l'opérateur déploie une panoplie d'offres spécifiques à prédominance data pour profiter pleinement de cette tendance au data usage. Alors, donc maintenant, par rapport aux impacts, à notre sentiment sur les impacts du Covid sur le secteur des télécoms. Alors, nous pensons déjà que cette crise sanitaire et ses conséquences sociales sur le mode de vie des individus a mis en évidence la nécessité de la mise en place d'un écosystème du paiement mobile et d'un environnement propice à la transformation numérique et à l'inclusion financière. Et d'ailleurs, c'est l'une des orientations stratégiques de la LF rectificative 2020. Donc, nous pensons, et ça vient nous rassurer, parce que nous pensons que le marché des télécommunications au Maroc garde un potentiel de croissance significatif, grâce notamment à l'environnement économique et social qui sont favorables à cette généralisation de l'utilisation des NTIC. Ceci évidemment en dépit d'un ralentissement économique qui est prévu pour 2020. Donc le PIB, nous savons, devrait se rétracter de 5,2 avant de rebondir à 4,2 en 2021. La pandémie aura évidemment des conséquences sur l'emploi, notamment sur les secteurs les plus touchés, à savoir le transport aérien et le tourisme. Et donc cela risque de peser sur le budget de consommation des ménages, notamment la part allouée aux dépenses en télécommunications. Toutefois, le Maroc dispose de plusieurs facteurs qui sont favorables
à une croissance du secteur des télécoms, notamment à une population qui progresse à un rythme de 1,25 par an, vivant de plus en plus en milieu urbain, soit un taux d'urbanisation de 60,3% selon le dernier recensement du HCP en 2014, une dynamique à l'investissement et au soutien aux entreprises, donc avec l'ensemble des mesures déployées par l'État et BAM pour une relance rapide de l'économie. La pénétration du digital, aussi bien dans l'administration que dans le secteur privé, notamment avec le développement du télétravail. Ces restrictions de déplacement qui ont été causées par le confinement ont eu un effet bénéfique pour le secteur des télécommunications parce qu'ils ont stimulé le paiement mobile et ils ont engendré ainsi une hausse du trafic data, voire de nouvelles souscriptions pour les entreprises et les ménages qui sont sous-équipés. La commercialisation de plusieurs offres de plateformes de contenu sur le marché marocain, ainsi que l'explosion des usages connectés dans les ménages. Donc, tout cela devrait continuer à aiguiser l'intérêt du marché marocain pour le très haut débit. Donc, c'est ainsi que nous pensons que le secteur des télécoms devrait ressortir gagnant de cette crise sanitaire. C'est un secteur qui est défensif et l'expérience l'a montré, aussi bien au Maroc qu'à l'international, qu'en situation de crise, le trafic des opérateurs télécoms augmente. Alors, sur Maroc Télécom, donc, nous allons passer rapidement en revue les chiffres clés 2019, avant de donner notre sentiment sur la valeur et notre recommandation. Donc, pour 2019, on a une performance opérationnelle probante de Maroc Télécom qui reflète la poursuite de la croissance des activités au Maroc et la résilience des filiales subsahariennes. On a une croissance des revenus du groupe de 1,3 à 36,5 milliards, grâce notamment grâce à l'essor de la data mobile au Maroc et dans les filiales, et ce malgré une pression concurrentielle et réglementaire accrue, avec la baisse des terminaisons d'appels mobiles et des revenus entrants international suite à la libéralisation de la voix sur IP depuis novembre 2015. Nous avons aussi un effet volume avec la progression du parc client. On a une progression de 11,2 de la base client du groupe en 2019 à 67,5 millions de clients, en lien avec la croissance des parcs mobiles et fixes au Maroc, ainsi qu'à l'élargissement du périmètre du groupe avec l'intégration de Tigo Tchad depuis le 1er juillet 2019, soit 7 millions de clients en plus. Sur la rentabilité maintenant opérationnelle et financière, donc nous avons une rentabilité qui s'est étiolée suite à la constatation évidemment de la provision de 3,3 milliards faisant suite à la décision du régulateur, de l'ANRT, quant au sujet du dégroupage. Donc, hors cet impact, on ressortirait avec un EBITDA à 11 540 millions de maths, 11,5 milliards, et un RPNG dans les 6 milliards de maths, au lieu de 2,7. Voilà, nos prévisions maintenant pour 2020-2021 pour Maroc Télécom. Alors, nous attendons à une hausse de l'activité commerciale, du chiffre d'affaires, tiré principalement par l'affermissement du chiffre d'affaires des activités à l'international. Là, on aura cette année l'impact d'une année pleine de l'intégration de Tigo Tchad dans le périmètre du groupe, mais aussi la croissance des parcs en général dans les filiales subsahariennes. Viendrait soutenir l'activité commerciale du groupe et le chiffre d'affaires du groupe sur 2020-2021. Nos prévisions, évidemment, prennent en compte l'impact du dégroupage. Donc, pour Maroc Télécom, nous avons estimé l'impact du dégroupage à une seconde. Alors, pour Maroc Télécom, donc, l'impact du dégroupage va être manifeste, notamment sur l'EBITDA,
donc la contraction de l'EBITDA sur l'exercice 2020, avec une baisse globale de 19% sur les 5 prochaines années, et une baisse du chiffre d'affaires sur la même période, qui est estimée à terme à 16%. Voilà, il y a une perte de part de marché au profit des concurrents, mais elle va se lisser dans le temps, donc voilà, et elle sera largement compensée aussi bien par la data, enfin par le développement de la data mobile et des offres data, que la croissance qui sera tirée par les activités à l'international. Sur les autres indicateurs, donc évidemment, pour la rentabilité opérationnelle et financière, donc sur la même lignée, on aura une baisse de la rentabilité opérationnelle. Alors on a un effet de base favorable par rapport à 2019, parce que là on est à 8,2 milliards pour l'EBITDA sur 2019, alors qu'on est censé être à 11,5 milliards. Or, l'impact de la sanction de 3,3 milliards. Donc pour la rentabilité, évidemment, elle va s'étioler suite à la contraction de l'EBITDA, la contraction des marges liée à cette perte de part de marché sur la téléphonie fixe. La rentabilité financière, donc nous avons une rentabilité financière qui s'étiole aussi, qui est impactée notamment sur l'exercice 2020 par le don de 1,5 milliard de man au profit du fonds spécial Covid. Voilà. En plus de l'impact déjà, on a un effet de base aussi favorable qui fait que ça ressort en croissance. On est censé être à 6 milliards sur décembre 2019 pour le RN de Maroc Télécom à fin décembre. Là, on est sur 2,7 milliards avec la provision de 3,3 milliards pour la sanction de la NRT. Alors, donc avec ces éléments, nous ressortons avec un cours cible à 160 MAD, soit un potentiel, un upside de 17,4 par rapport au cours observé le 7-2020. Donc, avec les hypothèses suivantes, donc un taux sans risque, donc un taux BDT de 10 ans de 2,4, une prime de risque marché action 6,6 et un WACC de 6,95, un taux de croissance à l'infini de 1,5. En somme, ce que nous pouvons retenir, c'est que Maroc Télécom, nous sommes confiants quant au potentiel de croissance du titre sur fond de poursuite essentiellement du déploiement de la data mobile, qui est le principal levier de croissance, et du maintien de l'activité sur l'international, avec des gains en termes de part de marché et de marge. Donc voilà, sur la politique de distribution, nous pensons que Maroc Télécom continuera à distribuer sur les prochaines années, sa capacité de distribution se renforcerait sur les prochaines années, en corrélation avec la croissance estimée des revenus. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et j'espère ne pas avoir été trop longue. Le timing est parfait. C'est 40 minutes, c'est bien ça? Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, j'invite les participants à poser des questions sur l'espace prévu à cet effet. Nous avons déjà reçu quelques questions. Donc, je vais me permettre, avec votre permission, Yousra, de commencer avec la première. Il y a un participant qui nous pose la question si c'est le bon moment pour investir dans une bancaire. Oui. Alors, nous pensons que oui, car les bancaires, comme on l'a vu sur le premier slide, c'est l'importance du secteur bancaire par rapport à l'économie. Elle n'est pas à démontrer. Donc, si les bancaires vont mal, c'est toute l'économie qui va mal.
Et justement, c'est la raison pour laquelle l'État, Banque El Maghreb, ont déployé toutes les mesures nécessaires pour qu'il y ait une reprise en V, une reprise rapide de l'économie, et donc pour soutenir le secteur financier, le secteur bancaire. Donc, nous pensons qu'avec l'ensemble de ces mesures-là, pour Tijali, avec son positionnement commercial, sa solidité financière, ses indicateurs, enfin, c'est des fondamentaux solides à fin décembre 2019, des ratios prudentiels au vert, que oui, c'est le bon moment, d'autant plus que maintenant, nous avons une baisse notable du cours en bourse, on est dans les 350 MAD, donc là, on a un potentiel un upside très important. Donc oui, avec tous ces éléments, nous pensons que c'est le bon moment d'investir dans une bancaire. Très bien. Merci beaucoup, Yousra. Deuxième question. Avec l'impact de la pandémie sur l'emploi au Maroc et par conséquent sur le budget alloué aux dépenses télécommunications, quel impact on peut espérer sur la valeur Maroc Télécom, à votre avis? Oui, effectivement. D'ailleurs, ça faisait partie des éléments que j'ai cités. C'est sûr que cette pandémie a eu un impact sur la part allouée des ménages, des dépenses en télécommunications. Donc, on peut s'attendre à une stagnation ou voire même à une baisse du parc, notamment du parc prépayé pour les personnes qui n'ont pas des abonnements, ils ont juste des recharges. Mais on pense, la tendance, et ça date pas d'aujourd'hui, elle est au data usage. C'est-à-dire que la baisse de la voix, elle a commencé depuis la libéralisation de la voix sur IP, depuis novembre 2015. On a eu cette tendance à la baisse de l'entrant, du revenu entrant, mais qui a été largement compensée par la data, notamment la data mobile. Donc, donc ça vient largement compenser la perte de revenus sur le revenu entrant, sur la voix. Et puis, nous avons aussi une croissance qui est tirée par l'international, par les filiales subsahariennes, qui continuent d'enregistrer des croissances très importantes. La croissance aussi, l'effet volume, avec le parc qui continue d'augmenter. On a vu 7 millions de clients de plus avec Tigo Tchad. Donc, voilà. L'impact de ces dépenses a été intégré dans notre valorisation, mais nous pensons qu'il demeure minime par rapport aux facteurs que j'ai précités. Très bien. Merci beaucoup, Yousra. Je vous en prie. Je rappelle aux participants que les questions et réponses peuvent être posées dans l'espace prévu à cet effet. Une question sur les dividendes par rapport au secteur bancaire. Donc, pensez-vous que les banques peuvent reprendre la distribution des dividendes dès 2021 pour les résultats 2020? Oui, probablement, car je pense qu'il y aura une pression des investisseurs quant à une distribution des bancaires sur l'exercice 2020-2021. Donc, oui, après, je pense que on peut pas être certain parce qu'il y a encore de fortes incertitudes et un manque de visibilité sur les réalisations des bancaires d'ici à fin décembre 2020. Toutefois, nous sommes très optimistes par rapport à la résilience de ce secteur et à sa capacité à distribuer des dividendes en 2021. Très bien, merci beaucoup. On va probablement laisser une petite minute aux participants pour poser leurs dernières questions. Donc, on pourrait éventuellement prendre une dernière question. Pas d'autres questions? Voilà, donc a priori, il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup, Yousra, pour votre disponibilité et votre excellente présentation. Je vous remercie, je vous en prie. Tout plaisir a été pour moi.
Merci beaucoup. C'était trop long. C'est parfait, merci beaucoup. Donc, il ne me reste plus que vous donner rendez-vous jeudi prochain, à 16h toujours, pour la synthèse multisectorielle. Donc, c'est notre dernier webinaire du cycle organisé par la Bourse et la PSV. Donc, il y aura 6 secteurs et 4 intervenants. Donc, une revue plutôt très directe et concise, avec Maha Karrakcho pour l'agroalimentaire et la distribution, Ahmed Rochd pour le secteur minier, Fatem Zahra Njdia pour le ciment, et Yousra Marouf pour les télécoms et les bancaires. Merci beaucoup et à jeudi prochain. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci.